Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au seuil de cette conférence sur les femmes françaises des années folles, avec un complément sur une femme des années 20, Jeanne Lanvin. Cette conférence devait être prononcée le dimanche 7 février à 15 heures en présentiel, comme l'on dit maintenant, mais vous connaissez, je pense, le contexte, et donc vous l'écoutez et vous la regardez sur un autre moyen que vos yeux eux-mêmes. Je m'appelle Dominique Lejeune, je suis professeur agrégé d'histoire à la retraite. J'ai commencé ma carrière d'ailleurs à proximité de Colombes, à Nanterre, au lycée de Nanterre, et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en Cagne, surtout au lycée Louis-le-Grand. Je suis également docteur en histoire à l'université de Nanterre et docteur ès-lettres et sciences humaines aussi grâce à l'université de Nanterre. J'ai demandé que l'on vous envoie le PowerPoint vous permettant d'avoir le plan général de cette conférence et les images. Si jamais vous ne les avez pas reçus, vous pouvez me les demander à mon adresse mail que je vous donne, DOMILEJEUN, surtout pas le E final de Lejeune, donc demi-lejeune, @aol.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, uniquement me demander le texte long de cette conférence, puisque dans le temps qui m'est imparti, je n'aurai pas le temps de prononcer la totalité de ce que j'ai préparé. Le texte long sera mis ensuite par mes soins sur le portail du CNRS qui s'intitule HAL. Vous pouvez ajouter Sciences humaines et sociales, SHS, donc HAL, comme l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais ça demande évidemment un petit délai puisque il faut que je soumette ce texte au CNRS. Autre précision liminaire, je ne referai pas tout à fait la même conférence qu'à Besançon, le 10 octobre 2019, conférence qui a attiré, puisque mise sur HAL, l'attention des autorités colombiennes, si j'ose dire plaisamment. Les différences seront substantielles et pas seulement grâce à Jeanne Lanvin. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les années folles? Eh bien, ce sont les années 20, partout dans le monde, aux États-Unis, on dit les Roaring Twenties, les 20 années, la décennie 20 rugissante. Alors, je verrai devant vous successivement les effets de la Première Guerre mondiale, ensuite ce que sont les femmes pour l'essentiel dans les années 20, c'est-à-dire les reines du foyer, comme l'on dit. Ensuite, nous aborderons les femmes au travail, la métamorphose de la mode, avec la garçonne, bien sûr, l'évolution du sport féminin, et puis, dernier chapitre, et non le moindre, Jeanne Lanvin, bien entendu. Quels sont les effets de la Grande Guerre? Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, il apparaît en France une sorte de civisme féminin. Il s'avère, si j'ose dire, que les femmes ont une patrie et elles répondent à une mobilisation multiforme et dès la moisson de 1914, évidemment. Certaines font même du renseignement. Tel est le cas de Louise de Bettigny, premier portrait que vous voyez si vous avez la possibilité de suivre sur le PowerPoint. Mais la figure dominante, c'est celle de l'infirmière,
Les sociétés de Croix-Rouge sont dirigées par des dames de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Des châteaux sont réquisitionnés. Marie Curie organise des voitures radiologiques qui sont positionnées non loin du front. Et le réconfort du permissionnaire, il est important, il est féminisé. Les marraines de guerre ne sont pas là seulement pour tricoter des chaussettes, et l'amour physique en faveur, si j'ose dire, du permissionnaire n'est pas éludé par l'iconographie, ce que montrent à l'envi les cartes postales. D'autant qu'il y a un souci nataliste qui se manifeste dès 1915, même chez les suffragettes d'avant 1914, les femmes qui réclamaient le droit de vote. Le suffrage féminin apparaît d'ailleurs à ces suffragettes comme la récompense de ce civisme des femmes et la clé de voûte des réformes espérées pour l'après-guerre. Le mouvement suffragiste reprend d'ailleurs après 1920 avec la fondation de l'Union nationale pour le vote des femmes, avec à sa tête une catholique, Madame Levert-Chottard. Que s'est-il passé pendant la guerre et qui a des conséquences pour l'après-guerre aussi? Eh bien, les femmes ont remplacé les hommes selon une formule consacrée qui peut se lire dans les deux sens évidemment. Moisson de 1914, travail féminin dans les usines, avec la célébrité des fameuses munitionnettes, les femmes qui, par exemple, tournent les obus, et vous avez une image sur le PowerPoint. Ceci dans des conditions de travail qui sont très éprouvantes, à la fois à la campagne, qu'il ne faut pas oublier, et à l'usine. Des professeurs de sexe féminin remplacent les mobilisés ES dans les lycées de garçons. Des femmes entrent plus souvent qu'à leur tour dans les postes et télégraphes, mais tout cela avec méfiance misogyne traditionnelle, mais aussi à l'inverse, de nombreuses grèves féminines éclatent. Il y a une syndicalisation féminine qui augmente, ce qui est très important pour l'après-guerre, mais la démobilisation des femmes après l'armistice est brutale. Par voie de licenciement, sans indemnité, les femmes n'étant pas considérées comme des chômeuses, puisqu'elles sont femmes. Les femmes ont souffert de souffrances de guerre, comme l'on dit. Elles sont de trois types. Il y a d'abord des violences de guerre contre les femmes. Il en avait déjà été consigné en 1870-1871, guerre dont nous tentons de fêter le 150e anniversaire cette année, mais elles sont beaucoup plus, ces violences de guerre, nombreuses entre 1914 et 1918. Et on voit apparaître le thème terrible de l'enfant du viol, et si c'est viol par les Allemands, ce qui est la plupart du temps le cas, que fait-on de cet enfant? Bien, il est conseillé de le conserver puisque ça remédiera au problème de la natalité française. Il y a aussi les victimes de la guerre totale, bombardements, gaz. Certes, le taux de perte parmi les femmes civiles, bien sûr, il est plus faible que parmi les soldats, mais il est égal au taux de perte chez les civils de sexe masculin. Autre souffrance de guerre, le deuil et l'apparition des veuves de guerre qui sont un poids social très important pour l'entre-deux-guerres. En 1933, on recensera encore 700 000 veuves de guerre, dont 262 500 sont remariées, ce qui est juridiquement possible, contrairement à une idée reçue. Autre souffrance, évidemment, les difficultés quotidiennes de la vie matérielle que les femmes prennent de plein fouet
parce qu'elles sont ménagères, comme l'on dit. Il y a aussi à ne pas négliger des femmes pacifistes qui ruent dans les brancards de l'union sacrée assez tôt, qui sont des dissidentes de l'union sacrée. Deuxième thème et deuxième chapitre, si je puis dire, de cette conférence, les reines du foyer dans l'entre-deux-guerres. Le discours normatif de l'entre-deux-guerres utilise volontiers ces expressions qui nous semblent maintenant bien ridicules ou hypocrites, tous les deux à la fois, de reine du foyer, de destin des femmes et de pouvoir de la femme à l'intérieur de la maison. Le pouvoir de la femme à l'intérieur de la maison, déjà les Grecs anciens avaient cette tarte à la crème, si j'ose dire. La destinée de la femme, c'est le mariage et la fondation d'une famille. Les attendre, c'est une sorte de prédestination sociale, comme dans toute l'Europe occidentale, concrétisée par le trousseau que préparent les filles à leur destin social qui est le mariage. Ceci étant, il commence à apparaître dans les années 1920 un peu d'éducation sexuelle et le terme est utilisé ainsi, j'insiste. Et pourquoi éducation sexuelle? Parce qu'il y va de l'avenir de la race, déclare le grand obstétricien qu'est le docteur Adolphe Pinard. Ne rions pas de son patronyme, c'est dans une maternité qui portait son nom que je suis né il y a déjà un certain temps. On peut ajouter le progrès numérique dans les années 1920 de ce qu'on appelle, d'après le titre d'un roman publié en 1894 par Marcel Prévost, son nom s'écrit ainsi, ce roman s'intitule Les demi-vierges. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont les jeunes filles averties par les lectures ou les conversations avec des femmes mariées et qui ont les sens éveillés par le flirt, dit-on dans les années 1920. Ceci étant, subsiste toujours l'angoisse de tomber, je cite évidemment, de tomber enceinte. Subsiste aussi la crainte de ne pas trouver un époux, une crainte qui est vive à cause des pertes de la Première Guerre mondiale. 1 400 000 morts, qui sont dans leur immense majorité des hommes, bien entendu, ça crée un problème en vue du mariage. Ceci étant, il y a des célibataires volontaires, notamment des féministes comme Madeleine Pelletier, dont vous voyez un portrait sur le PowerPoint. Madeleine Pelletier qui s'est dotée d'un costume masculin imité de celui de Charlot, manifestement, et costume qui cherche à montrer qu'elle ne cherche aucunement le charme féminin traditionnel. Progressent aussi dans les années 1920 les méthodes contraceptives. De quoi s'agit-il? Soyons très clairs, bien sûr. La méthode des températures qui se trouve perfectionnée en méthode Ogino, O-G-I-N-O, une méthode inventée par un médecin japonais et popularisée dès les années 1920, mais surtout dans les années 30. La maternité est exaltée par l'État, pour une raison qu'on a vue tout à l'heure. Une journée des mères, à ne pas oublier, est instituée en 1926 et elle deviendra fête des mères en 1943. On dit très souvent c'est Vichy qui a inventé la fête des mères. C'est à la fois faux et vrai puisque c'est une transformation
de la journée des mères de 1926. Un monument aux mères françaises est même érigé en 1938 à Paris, boulevard Kellermann, dans le 13e arrondissement, mais subsiste une vision doloriste de l'accouchement, la nécessité de souffrir et la nécessité d'avoir peur, si j'ose dire, car la mortalité en couche reste considérable. Reste considérable aussi la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité des enfants de moins d'1 an. Les femmes françaises des années 20 sont exaltées en tant que ménagères, vieux terme qu'on trouve dans l'état civil dès le XVIIIe siècle, et mieux, elles sont exaltées en tant qu'anges du foyer, en tant qu'actrices du travail domestique pour lequel est organisé le premier salon des arts ménagers en 1923. Réfléchissons un instant sur le terme qui est utilisé, avec ces deux mots au fond extraordinaires, salon et art ménager. Il y a donc tout un natalisme des années 1920 et dès 1920 est instituée la médaille de la famille française, dont vous avez sur le PowerPoint une représentation. En fait, c'est la deuxième iconographie que j'ai photographiée. Je n'ai pas réussi à retrouver la première qui était chez ma grand-mère, qui était l'aînée des enfants. La médaille avait été décernée à mon arrière-grand-mère et ma grand-mère avait conservé la médaille, bien sûr, et le diplôme. Le diplôme qui était assez affreux, inquiétant pour un enfant des années 1950. Je ferme la parenthèse. On imagine que le suffrage pourrait d'universel devenir un vote familial pour lequel il y a de nombreuses propositions de loi dans les années 1920. Par exemple, on donnerait 2 voix à l'électeur marié. Il ne s'agit bien entendu pas d'instituer le suffrage féminin. Donc l'électeur marié aurait 2 voix, une pour lui et l'autre au titre d'homme marié, donc en remplaçant sa femme, et 3 voix s'il était devenu père d'au moins 4 enfants. Une autre proposition de loi concerne les allocations familiales, idée qui est défendue par un grand nombre de familles de pensée, ce qui aboutira à la loi de 1932, donc on sort légèrement des années 20, loi de 1932 créant les allocations familiales, une mesure tout à fait pionnière en Europe à l'aune des difficultés démographiques de la France. Il faut bien entendu ajouter que le Front populaire, pour la première fois, voit dans le ministère Blum un sous-secrétariat à l'enfance qui est confié à l'institutrice Suzanne Lacorre, un sous-secrétariat d'État à l'éducation nationale qui est confié à Cécile Brunschvicg, et il y a une 3e femme qui est sous-secrétaire d'État. Les ministres sont des secrétaires d'État, donc sous-secrétaire d'État n'est pas absolument infamant. Il y a une 3e femme dans le gouvernement Léon Blum, je l'ai cité tout à l'heure, au fond, c'est la fille de Marie Curie, c'est Irène Joliot-Curie. Seule une minorité de féministes milite pour la libération sexuelle, comme on commence à dire, et parmi elles, il y a la néo-malthusienne Nelly Roussel, une femme très élégante, comme vous pouvez le voir ou vous pourrez le voir. Voyons maintenant les femmes au travail entre les 2 guerres.
Le taux d'activité féminine reste très élevé dans l'entre-deux-guerres, mais il y a volonté de protéger le travail des femmes, ne serait-ce que parce qu'elles sont mères de famille ou futures mères de famille, et il y a création de carrières féminines valorisées. On compte dans les années 20 à peu près un tiers de femmes dans la population active. Une fraction qui baissera dans les années 30, tout simplement en raison de la crise économique. Les femmes seront dans les années 30 davantage licenciées que les hommes. La classe ouvrière continue à adopter d'ailleurs une vision très traditionnelle du travail féminin, avec dans la classe ouvrière aussi l'idéal de la femme au foyer. L'homme, en quelque sorte, éviterait la fatigue de l'usine à sa femme. Le travail féminin, eh bien, il gêne la famille. Dans la famille, il doit y avoir solidarité entre les salariés et les consommateurs. Et la mère de famille, de toute façon, n'est-elle pas en quelque sorte le ministre des finances de la famille, comme dit souvent le langage populaire? Des carrières féminines sont souvent envisagées par la société ambiante comme dictées par la, entre guillemets, nature féminine. Et on essaye de pousser les femmes, les jeunes filles, vers des carrières sociales qui sont facilitées par l'école normale sociale, qui est catholique et avait été fondée avant la Première Guerre mondiale, par son équivalente protestante fondée l'année suivante, en 1912, par l'école pratique de service social. Et pendant la guerre avait été créée l'école des surintendantes d'usines et pour le tertiaire aussi, créant une espèce de maternalisme au sein de la société française. Les surintendantes en particulier continuent après la Première Guerre mondiale et elles sont au fond les ancêtres des assistantes sociales qui vont beaucoup se développer à l'époque des Trente Glorieuses. Il faut noter qu'il y a beaucoup de pharmaciennes dans la France des années 1920, qu'on essaye d'envoyer des femmes aux colonies, qui connaissent presque un maximum d'extension dans les années 20. Mais il y a des freins à l'envoi aux colonies, le souvenir des pionnières, considérées par la mémoire collective comme des filles à soldats. Deuxième frein, le risque médical des colonies pour la femme européenne, une phobie qu'on rencontre très souvent dans la littérature. Et puis il y a très peu d'emplois sur place. Donc en fait, les femmes qui partent sont des filles de fonctionnaires, par exemple, ou des femmes de. Enfin, en ce qui concerne toujours le monde du travail, il faut signaler qu'il y a progrès de la syndicalisation féminine sur la lancée de ce qui s'était produit pendant la Grande Guerre, progrès de la syndicalisation en grosse majorité à la CGT et à la CGTU, qui sont plus ouvertes aux femmes et aux revendications féminines, mais à la CFTC, toute jeune centrale syndicale née en 1919, à la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, eh bien presque la moitié des adhérents sont des femmes, surtout parmi les employés. C'est un paradoxe, parce que le christianisme social, qui est théoriquement le corpus de pensée de la CFTC, mène un combat en faveur de la femme au foyer. Nous allons passer à ce que vous attendez sûrement tous et toutes, c'est-à-dire la métamorphose de la mode. La mode féminine, dans les années 1920,
c'est ostensiblement la garçonne. Et ceci dans toute l'Europe occidentale et aux États-Unis. En anglais, c'est la flapper. À la mémoire collective se trouve imposée sa coupe de cheveux court et sa jupe qui est courte aussi. Une silhouette longiligne, la cigarette, les femmes à la mode se bandent les seins ou se les font réduire médicalement. La mode est au décolleté, mais ouvrant sur une petite poitrine. La femme nouvelle, surtout, est censée mener une vie indépendante, ou elle cherche à le faire, brouillant les identités sexuelles, transgressant les tabous, bien entendu. Et il faut ajouter, préparée par l'explosion de la littérature saphique de la Belle Époque, comme l'on disait, la visibilité lesbienne qui devient éclatante dans les années 20. C'est un phénomène parisien qui est assorti d'une explosion d'homophobie. C'est un symbole de l'émancipation féminine, réelle ou fantasmée. Des femmes portent le pantalon, interdit à leur sexe par une ordonnance de 1800, d'autres ou les mêmes se mettent à la conduite d'automobile. Il existe des variantes de pantalon, le pantalon de ski, le pyjama aussi, comme dit la mode. Mais ça concerne quelles femmes? Alors, les femmes de milieu populaire, qui sont évidemment fort majoritaires, elles suivent comme elles peuvent cette mode qui est peu illustrée par un document d'archives que l'on peut regarder, examiner, juger, le catalogue de la Redoute. Le catalogue de la Redoute montre très très peu de garçons ou des garçonnes modestes. Il est bien diffusé dans les années 20, hein, donc ça prouve que ce document d'archives a de la valeur. 600 000 exemplaires vendus en 1928. La silhouette de la garçonne est androgyne, mais elle s'accommode, cette mode, de la vogue des parfums, le plus célèbre étant le numéro 5 de Chanel, qui est lancé en 1920. Certaines femmes se droguent, accentuant le scandale, bien entendu. L'aboutissement de tout cela, c'est la lesbienne, comme dit carrément le vocabulaire des années 1920, mais recule le délicat saphisme de la Belle Époque, c'est-à-dire l'homosexuel éthéré, recule au profit d'homosexuels à carrure comme la sportive Violette Maurice, que vous voyez, et la banquière Marthe Hannot. Un cas particulier est celui de la chanteuse Suzy Solidor, qui sculpte en quelque sorte, elle, son physique androgyne et soigne sa voix grave. Sur les scènes de music-hall, le corps nu se banalise, et il est vraiment nu cette fois-ci. Le maillot de bain à la mode dénude dans toute l'Europe occidentale, le nudisme se développe et le bronzage est à la mode. Alors la mode est lancée par qui? Eh bien le grand nom, je l'ai cité à l'instant, c'est Coco Chanel qui démode Paul Poiret. La mode à la mode, si j'ose dire, provoque les réactions de certaines féministes, ainsi de la communiste Louise Baudin et de la libertaire, c'est-à-dire de l'anarchiste, Madeleine Vernet. Cette mode, soi-disant affranchie, disent-elles, ça conduit les femmes à la dépravation et à l'esclavage sexuel. Elles ajoutent que les couturiers hommes
comme Paul Poiret, réduisent les femmes en esclavage, marchandises. Mais il y a beaucoup de grandes couturières, comme Coco Chanel et comme Jeanne Lanvin, dont nous parlerons tout à l'heure. Il faut ajouter qu'un scandale particulier est provoqué par un roman, La Garçonne, justement, de Victor Marguerite, un auteur populaire qui connaît un immense succès commercial. En 7 années, 1 million d'exemplaires sont vendus et des traductions sont faites en 12 langues. Autre scandale littéraire, celui qui est provoqué par le roman d'un tout jeune homme, alors que Victor Marguerite était un auteur déjà assez âgé, installé dans le monde culturel. Ce tout jeune homme, c'est Raymond Radiguet, qui publie chez Grasset en 1923 Le diable au corps. Troisième scandale particulier, à partir de 1925, celui de Joséphine Baker, qui est non seulement nue, mais aussi, et peut-être surtout, doublement métèque, comme l'on dit à l'époque, c'est-à-dire métisse afro-américaine et métisse aussi parce qu'elle est en partie d'origine amérindienne. Ça fait beaucoup pour une seule femme, mais elle ne se laissera pas abattre, comme vous le savez sans doute. Tout cela, de La Garçonne au spectacle de Joséphine Baker, jugé lamentable, cela excite le lamento de la décadence nationale que souligne surtout l'extrême droite française, qui en plus voit des juifs derrière tout scandale. Que se passe-t-il maintenant en matière de sport féminin? Troisième ou quatrième chapitre. D'abord, il se développe. C'est le phénomène central. L'éducation physique se développe dans les lycées et même à l'école primaire. Et en plus, il y a des sportifs célèbres comme Violette Maurice, que nous retrouvons ici, une Violette Maurice qui rue dans les brancards de la réglementation. Elle a plusieurs procès contre les fédérations sportives. Il y a aussi la Fédération sportive du travail qui se fonde en 1923, c'est-à-dire un sport travailliste, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il y a organisation de la SFIO et organisation du Parti communiste français. Les femmes ne sont officiellement admises aux Jeux olympiques à partir de 1928 à Amsterdam, où elles sont alors quand même 263. Le tennis féminin brille avec l'élégante Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen, pardonnez-moi, le téléphone a sonné, je vais couper la sonnerie, mais le message, le répondeur s'est quand même enregistré. Je suis vraiment confus. Le tennis féminin brille avec l'élégante Suzanne Lenglen, qui s'impose comme la grande joueuse professionnelle de tennis, joueuse professionnelle, elle gagne sa vie grâce au tennis. Suzanne Lenglen qui dispute son premier tournoi senior dès avant la Première Guerre mondiale, en 1912, alors qu'elle n'a que 13 ans. Eh oui, tournoi senior à 13 ans. C'est-à-dire qu'elle aussi rue dans les brancards de la réglementation sans avoir la carrure de Violette Maurice. Elle défraye la chronique par d'autres moyens et notamment par ses jupes relativement courtes qu'elle se fait faire par le couturier Jean Patou. Il faut ajouter aussi son usage du cognac comme remontant,
Suzanne Langlaine meurt en 1938 de leucémie. Elle meurt l'année de la retraite de sa grande rivale américaine, Helen Wills, qui, elle, incarnait, au début de sa carrière tout au moins, la femme enfant, la joueuse enfant. Nous voici arrivés au terme de l'avant-dernier chapitre, et le dernier, celui que vous attendez tous, est consacré à une femme des années 20 bien particulière, Jeanne Lanvin, 1867-1946. J'ai déjà cité une couturière, Coco Chanel, et à l'instant un couturier, Jean Patou. Ils sont tous les deux nés la même année, 1887. Jeanne Lanvin est d'une génération antérieure puisqu'elle est née en 1867. Et surtout, elle représente un troisième type de personnage de la haute couture parisienne et accessoirement colombienne. Et ici, je dois donner non pas mes sources, mais ma bibliographie. Je n'ai guère travaillé sur les archives concernant Jeanne Lanvin, mais j'ai utilisé ce livre de Jérôme Picon, qui est une biographie très intéressante de Jeanne Lanvin. C'est un livre paru il n'y a pas trop longtemps, en 2002, publié chez Flammarion, 393 pages. Vous aurez d'autres indications bibliographiques dans la bibliographie que je joindrai au texte long de cette conférence. Elle est un troisième type de personnage de la haute couture parisienne parce qu'elle symbolise l'alliage du raffinement de la haute couture avec une féminité assez traditionnelle, à l'image du fameux logo de la maison qui la représente dans une tendre embrassade avec sa fille. Ici, j'ai fait une citation d'un autre livre que celui de M. Picon, un livre d'Emmanuel Retailleau qui est paru l'année dernière, La Parisienne, histoire d'un mythe du siècle des Lumières à nos jours. Un gros livre de 428 pages et donc elle m'a fourni une citation qui est très intéressante. La fille en question, c'est la fille unique de Jeanne Lanvin, c'est Marguerite, dite Marie-Blanche, qui épouse en 1924 le comte Jean de Polignac, qui devient mécène, une mécène influente dans le domaine des arts et des lettres, et qui devient aussi une opiomane en vue. Emmanuel Retailleau-Benjac a d'ailleurs écrit beaucoup des livres fort intéressants sur la drogue dans les années 20 et les années 30. Elle a écrit aussi un livre sur Cocteau. Dans tout se tient, si vous voulez. Jeanne Lanvin a toujours eu un style à elle, comme disent les chroniqueurs, un style à elle qui permet de reconnaître facilement ses robes, élégantes, parisiennes, entre guillemets, de bon ton, entre guillemets, chères, mais de grande qualité. Elle est fille de ses œuvres, comme disent les biographes, comme sa grande rivale, Coco Chanel, c'est-à-dire qu'elle est sortie d'un milieu extrêmement populaire, voire pauvre ou très pauvre. Fille de ses œuvres, mais sans compromission avec son histoire et sans compromission avec le monde bourgeois non plus.
Elle est née dans une famille très pauvre, une famille très pauvre qui a longtemps vécu à Colombes, ou à Bois-Colombes, une commune qu'elle habite encore, Jeanne Lanvin, lors de son premier et bref mariage, et une commune que plusieurs de ses nombreux frères et sœurs ont habité. Ici, je suis redevable aux amis de l'histoire de Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes, une association que vous connaissez peut-être et qui a un site avec un chapitre, une page qui est consacrée à Jeanne Lanvin et à sa famille, ce qui complète un petit peu le livre de Jérôme Picot. Une commune qu'elle a détestée. Une commune qu'elle a détestée. Je suis désolé, je dois respecter la vérité historique. La maison de couture que Jeanne Lanvin a fondée connaît un énorme développement dans les années 1920. Donc ça n'a strictement rien d'artificiel que de l'adjoindre in fine à cette conférence sur les femmes dans les années 1920. La maison Lanvin devient dans les années 20 un véritable conglomérat, c'est-à-dire que cette société à la fois industrielle et commerciale regroupe non seulement le tissu et les vêtements, mais aussi la haute couture, les parfums, la décoration, et il y a même une collection pour hommes qui apparaît. Que dire encore par rapport à ce que nous avons vu jusqu'ici? La séparation. Jeanne Lanvin est le type, point si fréquent au fond, de la femme qui vit seule, séparée de son mari, qui vit ailleurs, avec des moyens financiers fournis par elle d'ailleurs. Le divorce ensuite, c'est la femme divorcée qui assume son divorce et tous les éléments de sa situation. Non seulement elle a été mariée, mais elle a un enfant, une fille, et c'est pas si facile que ça dans la société française de l'entre-deux-guerres. Et puis, elle assume aussi l'éloignement de son deuxième mari, car elle se remarie, et le deuxième mari, il est comme le premier, à vivre loin d'elle. Donc, elle est une vie convenable, comme dit la société bien pensante de son époque, une vie convenable d'une femme qui gagne bien sa vie, qui donne du travail, on va voir le nombre des salariés dans une minute, une femme mariée, une femme convenable, mais une femme convenable qui est mariée mais sans homme en définitive. Et en plus, les deux maris sont des ratés, si vous me permettez l'expression. Alors qu'elle incarne la réussite féminine et des hommes assez lamentables, ce que tout le monde sait dans la société des années 1920. Exactement comme une autre grande femme venue de la couture, mais qui a monté un conglomérat s'étendant notamment au parfum, Nina Ricci, d'une génération qui est la génération de 1883. Qu'est-ce qu'elle incarne aussi? La concentration de l'amour sur son enfant. Alors, l'amour d'une mère pour son fils, notamment pour le fils aîné, pour le fils unique, c'est un thème littéraire qui est extrêmement fréquent. Mais là, c'est une fille qui est en plus son modèle de prédilection. Donc, une fille unique qui est intégrée dans le monde du travail de la mère. Et le monde du travail de la mère, c'est autre originalité,
la taille de l'entreprise, et de l'entreprise qui est très largement féminisée par la force des choses. Alors, qu'est-ce que c'est la taille de l'entreprise? C'est 23 mannequins, 23, qui pourraient le faire de nos jours, des centaines de petites mains, et des petites mains intégrées dans la société de l'époque, typiques des salariés de l'époque. Elles font grève, ces petites mains, en 1936. La taille de l'entreprise, c'est aussi la taille des collections. Il y a un très grand nombre de collections, des collections pour lesquelles Jeanne Lanvin se contente de donner l'impulsion première depuis son bureau et sa bibliothèque. Son bureau qui est souvent photographié et sa bibliothèque qu'on a conservée et qui a été étudiée par Jérôme Picon. Elle ne dessine elle-même pratiquement jamais. Elle donne des impulsions, elle surveille des dessinateurs, et puis, autre très grand nombre, le très grand nombre de ses résidences et villégiatures que Jeanne Lanvin se fait construire toujours dans des endroits bien. Pour elle, il n'est pas question de se faire construire même une grande maison à Colombes ou à Bois-Colombes. Pardonnez-moi, encore une fois, c'est le Vésinet, c'est la Côte d'Azur. J'ai dit grande maison industrielle et tertiaire. Des ateliers de teinture sont construits en 1923. Alors, pourquoi des ateliers de teinture? Parce que Jeanne Lanvin a une couleur fétiche, c'est le bleu Lanvin. Et où ces ateliers de teinture sont-ils installés? Toujours pas à Colombes, rassurez-vous, mais pas très loin, à Nanterre, ville que je citais au tout début de cette conférence. Et enfin, dernier élément très caractéristique de Jeanne Lanvin, une image médiatique qui est patiemment construite. Elle a le goût de la communication, comme nous dirions avec notre vocabulaire. Une image médiatique qui souligne son goût pour le théâtre. Elle se fait photographier allant à une représentation théâtrale et le chroniqueur ajoute son originalité. Elle arrive toujours en avance. Sa salle de bain de luxe. Une salle de bain, c'est quand même relativement rare dans la France des années 1920. Chez Jeanne Lanvin, c'est une véritable salle et c'est du luxe. Quel peut bien être le métal de ces robinets, devinez. Et puis elle participe à la grande entreprise artistique des années 1920, la grande aventure artistique collective, la décoration du paquebot phare, du paquebot roi de la Compagnie générale transatlantique, Normandie. Conclusion générale. Cette conclusion, je la ferai en 2 ou 3 points fondamentaux. D'abord, il faut faire un petit aperçu sur les années 30, sans les traiter, rassurez-vous, les années 30 qui vont bouleverser ce que nous avons vu en partie. D'abord parce qu'il y a les conséquences de la crise économique. J'évoquais tout à l'heure le chômage féminin. Le Front populaire et les femmes. Léon Blum est quelqu'un qui, depuis très longtemps, a des idées en matière d'éducation sexuelle de la jeune fille. Des femmes entrent au gouvernement et éventuellement l'une d'entre elles, il s'agit d'Irène Joliot-Curie, s'est fait tirer l'oreille, elle est très soumise à son ministre de tutelle, Jean Zay, et elle démissionne assez rapidement.
Donc une problématique nouvelle, double problématique nouvelle, et évidemment une problématique qui rebondira dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième point de ma conclusion générale, c'est un point bibliographique. Alors, je ne peux pas vous dicter oralement toute la biographie que j'ai utilisée. Ça fait une page format A4. Alors, je ne fais pas mon auto-publicité, mais vous l'aurez, cette biographie, dans le texte long, si vous me le demandez. Je voudrais quand même citer, eh bien, d'abord, j'évoquais Marie Curie, 2 fois Irène Joliot-Curie. On a des livres sur la mère et sur la fille, en particulier une biographie de Marie Curie qui est sous-titrée « Femme savante ou Sainte Vierge de la science ». C'est le livre de Madame Balibar, publié chez Gallimard en 2006. Dans ma bibliographie, vous verrez aussi tous les ouvrages de Christine Barr, j'espère ne pas en avoir oublié, une historienne qui a beaucoup écrit sur les femmes, le féminisme, etc. Et on a en particulier un ouvrage collectif qu'elle a dirigé sur Madeleine Pelletier, la féministe que j'ai citée tout à l'heure. Vous verrez aussi apparaître d'autres livres sur Jeanne Lanvin, en particulier le petit livre de Sophie Guilloux, intitulé Jeanne Lanvin tout court. L'éditeur s'appelle Les Petites Moustaches. C'est amusant. Vous verrez aussi le livre d'Isabelle Mestre, elle aussi sur Jeanne Lanvin, sous-titré Arpège. C'est un roman, cette fois-ci. Et puis enfin, je rappelle dans la bibliographie le livre d'Emmanuel Retailleau, La Parisienne, histoire d'un mythe du siècle des Lumières à nos jours. Tout le livre est fort intéressant et dans le chapitre 7, il y a un passage intéressant sur Jeanne Lanvin. Troisième point de ma conclusion générale, eh bien, je voudrais évoquer, tenez-vous bien, 2 membres de ma famille. Un certain Henri le Jeune, né en 1878 dans le même quartier parisien que Jeanne Lanvin, dans le 6e arrondissement. Henri le Jeune est le frère de mon grand-père paternel. Il s'installe comme tapissier. C'était une tradition, vous allez voir, de la famille de sa femme. Il s'installe comme tapissier au 79 de la rue des Montclers à Colombes. On n'est pas très loin du musée où je devais faire ma conférence, et il y a peut-être parmi les auditeurs qui m'écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui habite ce 79 rue des Montclers à Colombes. Son atelier de tapissier était au fond du jardin. Ce Lejeune était fils de graveur, donc aucune prédisposition familiale. Dans ma famille, tout le monde était tout à fait partout artisan, et les Lejeunes, eux, en général, changeaient de métier à chaque génération. Eh bien, lui, fils de graveur, il obéit à la tradition familiale du changement de métier. En se mariant, il devient tapissier reprenant la tradition professionnelle de sa belle famille, les Marx, aucun rapport avec Karl, soit dit en passant. Les Marx, c'était la tradition professionnelle inverse. Eux, c'était toujours la tapisserie depuis des dizaines et des dizaines d'années,
et ils se succédaient en tapissier de père en fils, mais là, il se trouve qu'ils n'ont plus de fils. Ils ont une fille, qu'à cela ne tienne, elle se marie, et Henri le Jeune devient tapissier. Donc les deux traditions familiales se trouvent, mêlées, mariées, si j'ose dire, et ceci grâce à Colombe. Sa fille unique, et là on va retrouver les années 1920, rassurez-vous, sa fille unique, Mariette Lejeune, est une jeune femme des années 20, assez indépendante semble-t-il. Elle ne s'est jamais mariée, et comme ses parents n'ont eu qu'elle comme enfant, eh bien elle reprend les activités de tapisserie, toujours à la même adresse, 79 rue des Montclers. Et elle est décédée sans doute dans les années 60, ma famille avait perdu un peu le contact, elle est décédée, ça on le sait de façon certaine, en léguant sa maison à son ouvrière. Complicité féminine, solidarité féminine par-dessus les barrières sociales, mais l'ouvrière, pour une raison que je ne connais pas, n'a pas pu accepter le legs, et le legs échut à la ville de Colombe, que je salue en terminant cette conférence. J'ajoute deux, trois rappels. Ils étaient au début de cette conférence, mais si vous les avez manqués, les revoici. Si vous n'avez pas reçu le PowerPoint accompagnant cette conférence, vous pouvez me le demander à domilogeun.com, alors DOMILEJEUN, surtout pas le E final, @aol.com. Il est possible de recevoir le texte long de cette conférence à la même adresse, et vous aurez là, entre autres, toute la bibliographie. Le texte long fait 17 pages, donc ce n'était pas possible de tout dire dans le temps qui m'était imparti. Et le texte long sera aussi mis sur le portail du CNRS après un petit délai, c'est-à-dire sur HAL, trait d'union, SHS, sciences humaines et sociales. Je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir un jour, quand le contexte, comme l'on dit, sera meilleur, vous découvrir de visu au musée ou ailleurs.